Bonjour à tout le monde. Donc, alors, de l'oral en maternelle. Donc, il y a de quoi étonner un petit peu, parce qu'en maternelle, il y a quand même beaucoup d'oral. Mais est-ce de l'oral? Je dirais un peu que non, pour réserver le mot oral à un ensemble de choses que je vais exposer maintenant. On va dire que souvent en maternelle, il y a beaucoup de paroles. Les élèves parlent, et heureusement pour eux. S'ils ne parlaient pas du tout, ce serait très inquiétant. C'est très rare, les enfants mutisent. Bon, suite à des traumatismes ou à des lésions, ordinairement, les enfants parlent. Il leur arrive d'être silencieux en classe, bien évidemment, mais c'est peut-être parce que, comme je vais le dire, ce qui se passe en classe, dans des situations où ils devraient prendre la parole, leur est relativement étranger. Donc, on va essayer cet après-midi de passer en revue un certain nombre d'une part, de justifications pour expliquer en quoi travailler l'oral en maternelle est important. C'est-à-dire l'oral, à ce moment-là, n'est pas réductible à la parole, au sens où il assure un certain nombre d'usages absolument nécessaires en classe. Je vais continuer à développer, évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, le diaporama que j'ai sous les yeux, et dont vous avez seulement le titre pour l'instant, mais j'aime bien développer d'abord le propos et vous le montrer ensuite à l'écran rapidement. Il le résume ainsi, et de toute manière, vous aurez accès certainement à ce diaporama. Je me tourne vers les responsables ici qui me font oui, et donc voilà, donc vous retrouverez ainsi. Et parce qu'il est toujours très difficile quand même d'écouter, de prendre des notes, de comprendre, et en plus de lire le diaporama. Donc je ne veux pas vous mettre en surcharge cognitive. Écouter, c'est déjà, et comprendre, c'est déjà un gros travail, comme les élèves finalement. Donc, on va essayer de voir pourquoi l'institution l'éducation nationale vous sollicite pour qu'il y ait davantage et mieux, sans doute, d'oral. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu là-dessus? Il y en a beaucoup. Cette demande, on pourrait dire, est fondée. On va voir pourquoi c'est si important. Et parce qu'il y a bien une spécificité, puisque les élèves, quand même, globalement, arrivent en classe, même en petite section de maternelle, en ayant largement commencé à développer cet usage de la parole, alors qu'on demande à l'école de le faire un peu plus ou un peu autrement, certainement. On va voir pourquoi. Donc, puisqu'on peut apprendre la parole spontanément, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certains sont en difficulté avec cette question d'oral? C'est parce que, sans doute, l'oral, c'est une question d'usage. C'est-à-dire, à quoi ça sert de parler? Qu'est-ce qu'on fait en parlant dans la classe? Et on fait des choses fort différentes de ce qu'on fait à la maison. À la maison ou avec les frères et sœurs, dans l'environnement, avec les amis, de ce qu'on a pu faire même à la crèche, encore que certains accueils collectifs se saisissent de cette question de l'oral largement. Donc, il me semble que, comme vous pourriez le voir, j'ai hésité entre oral ou langage, parce que le mot langage est important aussi, parce que les enfants naissent avec cette capacité de langage propre aux humains. Et ce qui me semble, sans m'attarder énormément sur cette question de définition des termes, qui pourrait apparaître trop théorique, mais c'est peut-être justement quand même parce que souvent ce qui se passe en classe, en maternelle, manque peut-être de fondements théoriques suffisants pour que, dans la spontanéité de la classe, on ait l'habitude de faire des choses qui permettent les apprentissages et le développement justement du langage, à l'oral forcément en maternelle, puisqu'on est assez loin quand même encore de l'apprentissage, tout au moins en petite section, et même en début de moyenne section, de l'apprentissage de l'écrit. Donc j'ai besoin d'une distinction, qui est le fait qu'on distingue langage et langue. Ce qui est commun aux humains, c'est le langage, et cette faculté de langage se réalise dans des langues différentes. Et donc c'est parce qu'on utilise le langage dans des situations diverses
qu'on fait des choses différentes avec ce langage et qu'on a des contraintes lexicales, des contraintes syntaxiques et morphologiques qui vont être nécessaires pour exprimer effectivement ce que la situation implique. Pourquoi c'est si important cet oral, à l'école en particulier, et dès la maternelle? C'est parce que c'est l'oral qui construit c'est le langage qui construit la pensée. En maternelle, c'est forcément. Donc, cet oral dont il est question institutionnellement aujourd'hui, l'oral à l'école, c'est ce qui construit la pensée, mais ailleurs aussi. Mais l'oral à l'école, c'est ce qui permet d'apprendre. C'est ce qui permet d'apprendre et de comprendre ce qui se passe à l'école. Et il ne faudrait pas que parce qu'on parle de l'oral en maternelle, on se centre trop sur la production de l'oral. La compréhension de l'oral est tout aussi importante, puisque les enseignants parlent aussi beaucoup. Et nombre d'élèves ne comprennent pas les enjeux du discours, des propos, soyons simples, de l'enseignant. L'oral n'est pas qu'une question de vocabulaire, du tout, ni une question de faire de belles phrases complètes ou pas complètes. L'oral, c'est d'abord avoir l'habitude de certains usages, et des usages qui sont fondamentaux pour la réussite de la scolarité, mais aussi pour la réussite, on pourrait dire, de la compréhension de quantité de choses dans la vie, et même dans la vie de l'enfant. Donc voilà la diapositive qui correspondra, qui vous résume ce que je viens de dire, ce qui sera le cas à peu près de toutes les diapositives qui vont défiler. Il n'y en a pas beaucoup, n'ayez crainte. Donc, j'ai dit que je parlais d'abord, je ne vais pas me contredire tout de suite, tout au moins. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'oral n'est pas réductible à des compétences. Compétences, on dirait que c'est technique. Alors qu'on n'est pas dans de la technicité, surtout pas en maternelle en tout cas, on est dans, comme le titre de cette intervention d'ailleurs le suggère, veut l'exprimer, l'oral, c'est une manière, effectivement, le langage, et qui est oral en maternelle, veut exprimer une socialisation que j'ai appelée cognitive et langagière, c'est-à-dire à la fois des modes de pensée et des modes d'être au langage, qui renvoient à un ensemble d'usages différents. Ce que j'appelle usage, c'est on peut parler pour raconter, on peut parler pour demander quelque chose, on peut parler, comme je le fais en ce moment, pour essayer de se faire comprendre, on peut parler pour plein de choses. Et justement, c'est ce sur quoi va porter cette intervention, c'est qu'est-ce qu'il faudrait développer au mieux pour que les enfants développent leurs habitudes qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Parce que le problème qui existe et qui n'est pas peut-être suffisamment développé en formation initiale pour les enseignants, c'est que le langage s'acquiert dans les interactions. Ce qu'on appelle interaction, ce sont les échanges qui ont lieu entre les gens. Je veux dire par là que, par exemple, si on met un enfant devant la télé, ou dire qu'il entende de la radio, ça ne suffira pas. Il n'apprendra pas à parler. C'est les échanges avec son environnement qui lui permet de développer donc la langue qui va lui permettre d'assurer ce qu'il a à faire avec le langage. J'espère être assez clair. Un enfant peut appeler, un bébé, j'entends, un très jeune enfant peut appeler, peut exprimer de la douleur, etc. Il a donc des besoins langagiers, et peu à peu, en entendant la langue qui l'entoure et les usages qui sont ceux de son environnement, des adultes qui l'élèvent, de ses frères et sœurs, des autres enfants autour de lui, il acquiert des habitudes langagières qui sont aussi des habitudes cognitives, des habitudes de raisonnement, des habitudes de pensée. Sans interaction, sans échange, il n'y a pas d'apprentissage. Et pas d'apprentissage du langage, et pas d'apprentissage peut-être de beaucoup de choses. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que
Il faut donc mettre l'accent, je vais le dire à plusieurs reprises dans cette intervention, il faut donc mettre l'accent particulièrement sur ces différents usages, sur ces différentes situations, j'y reviens à l'instant. La langue, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, trop rapidement sans doute, j'y reviens pour ça, la langue est ce qui, je l'ai dit sous cette forme tout à l'heure, c'est ce qui permet de réaliser donc ce qu'on a besoin de faire. Donc il n'y a pas une langue qui s'apprend in abstracto, on n'apprend pas des listes de mots, on n'apprend pas des belles formes syntaxiques, on apprend quand on parle, quand on échange, et en classe, donc c'est ce fameux oral pour lequel nous sommes réunis cet après-midi. Donc, si on se pose cette question de ce qui produit effectivement des différences, c'est des habitudes que les enfants ont eues en dehors de l'école, dans leur famille, je l'ai dit, une famille, prenez cela au sens large, les différentes situations dans lesquelles il a été mis en dehors de l'école ou d'un accompagnement même donc collectif, les crèches ou autres, il a déjà vécu des échanges. Sinon, il ne parlerait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais toutes ces habitudes langagières qui l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il entre à l'école ne sont pas les mêmes selon les familles. J'ai l'habitude de prendre toujours cet exemple-là, surtout à cette saison. Si on prend un accompagnement d'enfants dans un parc, par exemple, où il y a des arbres, là, cette saison, je trouve intéressant de remarquer, c'est mon travail d'essayer d'écouter, d'analyser ce qui se passe dans les différentes familles, on voit bien que l'entrée dans un parc de jeux n'est pas du tout fait de la même manière s'il y a des arbres et des marronniers et des marrons, vous voyez où je veux en venir. Certaines familles, on va dire, ou certains parents, ou certains accompagnants attirent l'attention de l'enfant sur comment est un marron, les bogues, etc., qui entourent le marron avant qu'il ne sorte, en quelque sorte, de montrer comment c'est fait, pourquoi il y a de poser la question aux enfants, pourquoi il y a des piquants, même petits, c'est-à-dire d'attirer leur attention sur le fait que les objets du monde méritent d'être regardés, d'être observés, d'être questionnés. Ça va être un des éléments très importants à mettre en place dans la classe. Parce que dans d'autres familles qui font autre chose avec le langage, qui échangent bien sûr aussi, mais vont plutôt laisser les enfants libres d'aller jouer tout de suite sans attirer forcément leur attention sur un certain nombre de choses. On pourrait dire que c'est à peu près la même chose qui peut se produire au moment de la toilette des enfants. Tous les adultes qui s'occupent des toilettes d'enfants ne nomment pas toutes les parties du corps, ne nomment pas. Et cette question de la nomination est sans doute très importante et c'est elle qui permet d'acquérir effectivement ce fameux vocabulaire dont nombre d'enseignants disent qu'il est effectivement très différent, très différemment investi par les différents enfants et que beaucoup d'enfants n'ont pas assez de vocabulaire selon l'expression souvent consacrée. Alors, si on se préoccupe un tout petit peu justement de ce qui fait différence, hein, voilà, c'est ça la deuxième diapositive que je viens donc de lire, hein, les enfants varient en fonction des habitudes de langage de son environnement et des usages très privilégiés. C'est ce que je viens de dire. Donc, les différences de langue et de langage dès la maternelle selon les élèves, voilà ce que je vais aborder maintenant. En effet, et c'est sans doute une des préoccupations qui ont suscité les préconisations de l'institution, c'est-à-dire de se soucier de l'oral, parce que l'oral est de l'oral dès la maternelle, excusez-moi, parce que l'oral est très souvent un très bon prédictif, malheureusement. Des possibilités, je ne dirais pas de réussite scolaire parce que ça serait vraiment dénier tout le travail que vont faire les enseignants à partir de l'école maternelle justement, mais en tout cas, si l'école n'y prend garde, on pourrait dire que si l'école justement ne fait pas bénéficier les enfants dès la maternelle d'un développement langagier qui est également cognitif le plus tôt possible, ils vont être en difficulté, ces enfants, pour comprendre ce qui se passe, ce qu'on attend d'eux, pour permettre
leurs apprentissages dans tous les domaines, et pas simplement dans le domaine de la langue, bien évidemment. Donc, ces différences sont importantes au sens où, excusez-moi, je vais retrouver un texte qui n'est pas tout à fait équivalent, voilà, et qui me permet de vous regarder. En plus, c'est un dispositif important. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que il y a, vous le savez bien, des différences entre enfants. Vous le voyez sans doute tous les jours en accompagnant les enseignants, et les enseignants en font le constat quotidien également. Et il y a des petits parleurs, comme dit Agnès Florin dans ses travaux. Ces petits parleurs, il faut absolument arriver à les faire entrer dans les échanges collectifs. Et justement, c'est là où la notion d'échange est importante. C'est sans doute plus facile pour des enfants, relativement, d'intervenir dans du collectif que d'être pris à part, en quelque sorte, pour produire du langage. C'est pour ça que j'ai tant insisté tout à l'heure sur la notion et l'importance des échanges. Mais on pourrait observer comme ça d'autres différences, je dirais presque encore plus importantes, tout au moins autant. On va dire que des enfants, par exemple, arrivent à l'école maternelle en étant, pour certains d'entre eux, encore dans une expérience sensible du monde, des objets. Ils les touchent. Quand les enseignants distribuent toutes sortes de matériel, de manipulation possibles, des enfants les touchent d'abord, ce qui est normal. C'est ça que j'ai appelé à l'instant approche sensible. Et l'école, dès la maternelle, va faire comme si ils étaient en capacité, ces enfants, de passer à une approche qu'on pourrait appeler objective, c'est-à-dire de transformer les choses qu'ils touchent en objets, à interroger, à nommer, à observer, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour certains enfants, ils ont été habitués, certains d'entre eux, pardon, ont été habitués à faire cela dès la famille, dans la famille. D'autres non. D'autres ont l'habitude, comme je viens de le dire, davantage d'être donc dans un rapport sensible, voire émotif ou affectif aux objets du monde, aux situations. Et ça fait partie, si vous voulez, de ce que je vais aborder juste après, de la spécificité de l'école, que de ne pas se contenter, en quelque sorte, de ce rapport sensible pour passer à un rapport, dès la maternelle, beaucoup plus, on pourrait sourire si je dis intellectuel, mais c'est-à-dire un rapport qui passe justement par le langage pour aborder les objets. Sans dire que dès la petite section, le langage va piloter l'ensemble des activités. Certains, et les enseignants le savent bien, le langage, quand même, à moins la grande section, ne suffit pas à rendre les enfants autonomes dans les activités. Il faut leur montrer, il faut les aider, y compris d'ailleurs en touchant et avec le corps, c'est évident. Mais il faut commencer très tôt à les aider à comprendre qu'il y a deux manières. Et justement, si j'évoquais les enfants dont les enseignants disent qu'ils sont très peu expressifs à l'école, enfin qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils ne parlent pas, ils s'inquiètent. Il y a des enseignants souvent qui disent « mais cet enfant n'est pas normal, il ne parle pas ». Je reviendrai là à l'instant pour dire que certains ne parlent pas parce que c'est si étrange pour eux d'être dans cette situation où on parle à un collectif et pas à des individus comme chez eux, où on leur demande toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, toujours avec le langage ici. Donc cette question entre approche sensible et approche qui passe par le langage est vraiment importante, de nommer les objets, d'essayer, mais j'y reviens plus tard, donc, de les décrire, etc., de nommer les différentes parties, d'en faire quelque chose langagièrement, encore une fois. C'est ça de l'oral à l'école aussi. Et certains n'ont que l'école pour comprendre de quoi il s'agit. D'autres enfants également, enfin d'autres distinctions, d'autres différences, viennent du fait que pour certains, on s'en aperçoit assez vite, sont en grande capacité pour répéter, sont en grande capacité pour
restituer en quelque sorte quelque chose qui leur a été dit, et ça ne veut pas dire qu'ils comprennent. Ça veut dire qu'ils ont, ils sont on pourrait appeler ça comme ça, enfin, vous le verrez dans la diapositive, vous la lirez ou la recevrez, on va opposer un sens littéral, c'est-à-dire qu'un mot est un mot, et désigne une chose n'a qu'un sens. Il n'y a pas à se préoccuper, on pourrait presque dire, de le comprendre. Pour d'autres enfants, ou chez d'autres enfants au contraire, ils sont assez rapidement, en tout cas dès la moyenne section, on rencontre des enfants qui comprennent que les mots représentent des choses et qu'il y a des intentions derrière les mots. Donc une interprétation est nécessaire, éventuellement, dans certaines situations. Hein. J'ai l'habitude depuis quelques années de prendre certains exemples que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, s'ils m'ont déjà entendu au but, parce que des exemples, c'est important. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Donc j'essaie quand j'en trouve un bon, je fais comme tout le monde, je le réutilise. Malheureusement, peut-être, ça fait radoter. Mais vous savez, voilà, je me souviens du travail conduit par Elisabeth Moreau dans sa thèse que j'ai dirigée, et sur les affichages, par exemple. Il y avait plusieurs affichages. Peut-être que vous m'entendez mieux ainsi, on vient de rapprocher un micro. Et donc, il y a des affichages, vous savez, qui représentent des choses, par exemple, pour initier les enfants au temps, à la météo, hein. Encore qu'il y ait des affichages de météo dans certaines classes. Mais à la temporalité, par exemple, eh bien, j'ai l'habitude de prendre cet exemple du petit train, des mots qui figurent les mots de la semaine, par exemple. Il y a le wagon du lundi, le wagon du mardi, etc., etc. Et puis, il y a souvent donc des dessins qui, justement, on va dire que le lundi, il y a par exemple parfois un sac de piscine ou un cartable, là où le mercredi, il peut y avoir plutôt un jeu. Et pour certains enfants, c'est ça que j'appellerais avoir un sens justement littéral, enfin qui n'a qu'un seul sens, c'est-à-dire que les enfants disent ben, c'est un sac, ou c'est un cartable, ou c'est un sac, plus beaucoup de cartables, un sac à dos. Ils peuvent dire cela. Et d'autres enfants vont dire dans la même situation, au même âge, dans la même classe, vont dire c'est pour nous dire qu'il y a école. Ou c'est pour nous dire, comme c'est un jeu, qu'on est à la maison et qu'on joue. Bon, c'est une différence considérable qui est nécessaire de mettre en place à l'oral pour que les enfants comprennent que la plupart du temps, on est effectivement dans cet usage un peu symbolique, où par exemple, un poisson va représenter un son, le son on, voilà, et donc les choses sont rarement données aux enfants pour elles-mêmes, mais souvent pour leur faire prononcer des sons ou pour leur donner effectivement une habitude qui suppose l'interprétation et non pas simplement de s'en tenir au fait que c'est un poisson ou que c'est, on vient de le dire, un sac à dos. Non, c'est pas un sac à dos, c'est effectivement, comme le disent certains enfants, pour faire comprendre qu'il s'agit d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver? On pourrait dire qu'il y a justement des enfants, quand on parle de ce déficit, des enseignants prononcent parfois ce terme, du manque tout au moins de vocabulaire, on va dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas habitués ou n'ont pas été habitués, je rappelle la notion importante de situation et d'interaction ou d'échange dans l'acquisition du langage, donc ne sont pas du tout habitués à nommer, on n'a pas nommé. Et le langage en situation, par exemple, est peu utilisé dans certaines familles. Ce que j'appelle langage de situation, c'est, l'enfant est dans la cuisine, on va faire dans la caricature avec, pourquoi pas sa maman, mais peut-être son papa, c'est moins caricatural quand même, à préparer le repas. Et dans certaines familles, on va tout nommer également. Donc là, on constate un manque d'habitude de la part des enfants de nommer ce qui les entoure, qui entraîne évidemment une difficulté
dans ce vocabulaire. Donc, on va évoquer, à partir de maintenant, des objectifs précis d'acquisition à mettre en place, de nouveaux usages, un nouveau vocabulaire, et éviter dans les classes une centration sur la seule production des élèves, ce que je vois souvent, parce que si je m'autorise à faire cette intervention cet après-midi, c'est parce que je vais dans les classes de maternelle, pour essayer de comprendre pourquoi, effectivement, en primaire, et puis encore après au cycle 4, ça ne se passe pas exactement comme on pourrait l'imaginer, après quand même plusieurs années d'école. Et souvent, les enseignants, y compris dans le second degré encore, sont très contents quand les élèves, je pourrais dire, participent, quand les élèves prennent la parole. Ça ne suffit pas du tout. Parce que la spécificité donc, de ce qu'on va appeler l'oral à l'école, si vous voulez, c'est d'avoir à effectuer avec donc, ce fameux langage des activités. L'enseignant décrit les activités oralement, donc il faut comprendre, c'est pour ça que j'insiste là-dessus plus que sur la production dans ce premier temps de l'exposé. Et même par exemple, si vous voulez, il y a des drôles de, on pourrait dire, d'usage du langage. Quand je dis des drôles d'usage, c'est-à-dire, je parle là à la place des enfants qui ne reconnaissent pas les habitudes langagières qu'ils ont. Par exemple, on lit une histoire et puis ensuite on demande aux enfants de la raconter. C'est quand même quelque chose d'assez étrange si on y réfléchit un peu. Et même si la même chose, on demande aux enfants de dire ce qu'ils ont fait. C'est des usages qui sont très importants au demeurant, mais très peu fréquents. Donc l'école met en place, sans peut-être avoir toujours les raisons pour lesquelles on met en place ce genre de choses, de situations de langage. Donc il s'agit effectivement de familiariser les enfants avec ce qui va être le plus important dans l'école, c'est-à-dire aussi le langage pour apprendre, les usages cognitifs du langage sur lesquels je reviens juste après. On demande par exemple aussi aux enfants ce qu'ils pensent de quelque chose. On leur lit une histoire et on leur demande si ça leur plaît, s'ils aiment cela, qui ils ont préféré comme personnage. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un personnage, mais on va essayer de le construire ensemble, certainement. Donc, tous ces usages-là, qui sont des usages pour apprendre, des usages pour travailler, vont être des spécificités de l'oral qu'il est nécessaire de mettre en place pour éviter trop de difficultés de la part des élèves et trop de difficultés en particulier pour apprendre. Donc, si on essaie d'avancer, parce que le temps passe, non, mais ça va relativement. Donc, on a pour l'instant évoqué cette question d'apprentissage varié de situations, mais je vais essayer de donner deux types de classifications qui peuvent aider à la mise en situation plus précise, c'est ça qui me paraît très important, et qui paraît, je crois, très important aussi à l'institution, sinon il n'y aurait pas cette formation sur l'oral. Le fait de participer, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, doit être davantage orienté vers des usages particuliers. Donc, deux classifications, l'une vous la connaissez tous, je pense, depuis quelques années déjà, elle est fréquente en maternelle et elle est importante pour distinguer. Je ne fais que la reprendre, y compris dans des ouvrages qui ont été produits il y a quelques années déjà, et qui distinguent le langage en situation, c'est-à-dire, comme je viens de l'évoquer, comment on parle de ce qu'on est en train de faire, comment on nomme les objets qui nous entourent. On est dans la situation et on en parle. On parle de ce que l'on voit. Dans les situations de jeu, on peut aussi parler de la situation de jeu que l'on est en train de faire, des situations de manipulation. Qu'il y a là une situation d'oral très importante qui permet une des choses que je n'ai pas dites à propos d'ailleurs de la spécificité de ce qui se passe à l'école, mais qui était écrite dans la diapositive que vous avez pu lire et que vous aurez, qui est
cette drôle de chose que l'on suppose presque spontanée tellement elle fait peu objet d'apprentissage, c'est-à-dire la mise à distance. Il ne s'agit pas seulement de jouer, mais d'apprendre en jouant, et que l'enseignant soit vigilant sur ce qui se passe dans le jeu. Qu'il reste bien une situation d'apprentissage et non pas simplement une situation, on pourrait dire, de détente qui n'a pas lieu d'être dans beaucoup de situations qui s'appellent au demeurant situation de jeu. Tout le monde sait que beaucoup de jeux en maternelle ne visent pas à cette détente, même s'il y a des situations qui peuvent effectivement renvoyer à cela. Donc le langage en situation, c'est bien celui-là, c'est dire ce que l'on fait, dire ce que l'on voit, nommer, parler d'une règle de jeu qu'on est en train de faire, ou parler de cette manipulation. Là, vous voyez bien qu'il faut dire parler de et pas parler en soi. Deuxième situation que vous connaissez également, c'est le langage d'évocation, qui est donc décontextualisé, qui est effectivement ce qui permet le plus souvent des récits ou des rappels de ce qui a été fait, de ce qui a été fait ailleurs, de ce qui a été fait avant, de ce que l'on connaît déjà, mais qui est très souvent à construire. Et je pense que ça s'appelle aussi des situations de langage que l'on a pu rencontrer très souvent dans les classes de maternelle, dans ce qui s'est appelé les moments de langage, le rappel de ce qui a été fait la veille, etc. Qu'est-ce qui a été important, soit dans l'école, soit ailleurs. Donc ça, mais ce langage d'évocation mérite quand même d'être très travaillé, ce qui n'est pas toujours suffisamment le cas. Là encore, quand on va dans les classes, on voit que parfois il suffit que des élèves aient dit quelques mots pour que on passe à un autre élève, alors que peut-être il faudrait analyser davantage ce qui est la caractéristique de ces quelques mots dits, mais j'y reviens juste après. Et puis il y a une troisième situation qu'on a pu appeler les uns ou les autres, les unes ou les autres, le langage pour apprendre, qui est effectivement cet oral qui est utilisé constamment en classe pour donc lancer des activités, susciter de la part de l'enseignant, donc lancer les activités, les décrire, en décrire un peu les attentes ou les attendus, avec d'ailleurs un vocabulaire très particulier qui fait souvent trop peu, sans doute objet d'apprentissage pour les élèves ou d'attention du coup de la part de certains enseignants peut-être. C'est-à-dire que les mots des activités ne sont peut-être pas assez travaillés. Par exemple, quand on demande, j'y reviens juste après, mais les enfants de comparer, par exemple, ou de classer, de mettre ensemble, c'est une activité qui est simultanément langagière et cognitive, et elle mérite quand même beaucoup d'explicitation, sans doute de la part des enseignants, peut-être plus pour certains enfants. Et du côté de l'élève, ce langage pour apprendre, c'est justement ce qui, comme je l'ai déjà dit, ce qui va lui permettre de nommer, par exemple quand il s'agit de comparer des choses, de pouvoir nommer ce qui diffère et ce qui ressemble. Et si on ne sait pas identifier si on ne sait pas nommer, on ne peut pas identifier ce qui diffère et ce qui ressemble. Et donc là, il y a un gros travail. Donc tous ces langages pour apprendre, ce sont ces situations d'activité, sur lesquelles je vais développer davantage de suggestions d'activité dans un temps suivant. Mais à côté de cette classification, qui est donc connue par la plupart d'entre vous, je pense, je trouve qu'il y en a une autre qui est très importante pour éviter les confusions auxquelles on assiste souvent et qui est peut-être un peu plus rare comme classement, enfin, ou distinction tout au moins d'usage du langage. On est moins dans le point de départ est moins celui des situations, on pourrait dire, que celui des usages. Et je reviens à ce terme que j'ai développé tout à l'heure dans le début de cette communication. Justement, c'est pour ça que le mot communication et non pas intervention m'est venu, parce que je lis communiquer. Je suis à peu près sûre que si je vous avais demandé à quoi ça sert le langage, qu'est-ce qu'on fait quand on parle, quand on écrit même, nombre d'entre vous auraient dit on communique ou on s'exprime. Ce n'est pas faux. Je vais y revenir. Ce n'est pas suffisant pour évoquer l'oral
à l'école dès la maternelle, comme vous commencez peut-être à vous en apercevoir un peu. Bien évidemment, là par exemple, moi je ne communique pas. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vous aider à comprendre des phénomènes, à comprendre des difficultés d'élèves dans les classes. Je ne suis pas non plus en train... j'essaie de vous enrôler en quelque sorte dans ma réflexion. Je n'essaie pas donc de communiquer quelque chose que je serais seule à dire. Ce que je dis là, en plus, existe à l'écrit. Vous l'aurez. Donc, ce n'est pas de cet ordre-là. Si l'oral, là, que je pratique avec vous, totalement appuyé sur de l'écrit, c'est parce que l'oral permet d'enrôler peut-être plus facilement, surtout à l'école maternelle et même plus tard. Il existe encore des cours à l'université comme quoi l'oral, on a vu avec la pandémie d'ailleurs, le travail simplement par écran interposé n'a pas l'air d'être complètement, par écran écrit, j'entends, complètement suffisant pour enrôler dans le travail intellectuel. Donc non, j'espère quand même communiquer quelque chose, mais au sens banal du terme, et je ne m'occupe pas du sens banal du terme. Donc vous auriez répondu ça. Si tout le monde répond, et si je vais dans la rue, pareil, que je demande à quoi sert l'échange oral, on va dire à communiquer. Si tout le monde le dit, ça veut dire que c'est pas un terme théorique, c'est pas un terme intéressant, c'est un terme pour tout. Et donc il faut se poser la question, oui, ça sert à communiquer, mais qu'est-ce que c'est communiquer ? D'autres auraient répondu peut-être, ça sert à s'exprimer. Je ne suis pas non plus en train de m'exprimer. Et je n'aurais aucune raison de m'exprimer devant vous que je ne connais pas, qu'en plus je ne vois pas aujourd'hui. Voilà. Donc ça rend les choses difficiles. Hein. Si on dit s'exprimer, c'est par exemple exprimer des avis, des opinions, des émotions, des sentiments. On va garder ça. Ah non, ce n'est pas non plus cela que je fais. Donc c'est ça, des usages du langage. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler cela à l'école. Bien évidemment, dès la maternelle aussi, il faut continuer d'aider les enfants à communiquer. C'est important pour eux. Il faut qu'ils puissent se faire comprendre et apprendre à se faire comprendre. Et donc, il y a toute une partie des activités, mais ça qui sont évidemment repérables très aisément. C'est pour ça que on ne développe pas énormément ce genre de choses. C'est la même chose pour s'exprimer. On pourrait dire que les enseignants ont l'habitude d'aider les enfants à se faire comprendre, avec beaucoup d'ailleurs d'étayage très souvent. Et je vais insister dans quelques minutes sur la notion d'étayage qui, je crois, est très importante parce qu'elle est insuffisamment travaillée très souvent. Et on va dire qu'au-delà de communiquer et de s'exprimer, ou d'exprimer donc quelque chose, une émotion, des sentiments ou des avis, on va travailler un troisième grand usage, qui est spécifiquement les usages scolaires que j'ai évoqués précédemment, et que certains enfants ne pratiquent pratiquement pas, d'où, encore une fois, parfois l'impression qu'ils donnent d'être mutiques, c'est ces usages de raisonnement, de description pour faire quelque chose, décrire un objet pour qu'un autre enfant le trouve, par exemple, être en capacité de reformuler quelque chose qui vient d'être dit, de catégoriser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou classer. Et ces usages-là de l'oral sont extrêmement importants parce qu'ils sont très souvent sollicités enseignant par la situation de travail sans faire l'objet d'une acquisition systématique, serrée, réglée. Et du coup, les élèves, souvent, qui nous occupent, ceux qui ont vraiment besoin de l'école pour apprendre ces usages, ne sont pas à même de pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc, vous savez comme moi, et surtout en maternelle, c'est un vrai problème. Souvent des enfants sollicités au demeurant pour décrire, ou sollicités justement pour comparer, ou pour dire ce qu'est un objet dans une catégorie, est-ce que c'est un légume, est-ce que c'est un fruit, etc., plutôt en moyenne section cette fois, ou en grande section, vont se mettre à parler, par exemple, qu'ils aiment n'importe quoi, qu'ils aiment les fraises. Ce n'est pas exactement l'objet qui était visé par l'enseignant. C'est ça que j'ai appelé parler au début de cette intervention. On peut parler des fraises.
L'ennui, c'est qu'à l'école, on ne parle pas des fraises, on parle sur les fraises, est-ce que c'est un fruit et pourquoi c'est un fruit, y compris dès la maternelle. Ça vaut la peine de sensibiliser, au moins de familiariser les élèves, les enfants, dès la moyenne section au moins, sur ces questions-là. Pour catégoriser, il faut pouvoir décrire, il faut pouvoir donc nommer. Soit on peut aussi dire que dans un premier temps, la différence entre fruits et légumes, ça pourrait être le moment dans lequel on le mange, pendant lequel on le mange. Et puis peu à peu, justement, ça on est encore dans du sensible presque, même s'il y a une certaine distance, puisqu'on n'est pas en train de manger des fraises, mais néanmoins, de poser la question un peu autrement, de dépasser assez rapidement en maternelle l'expérience ordinaire, quotidienne, c'est-à-dire de faire la distinction. Oui, là, d'accord, oui, tu aimes les fraises, c'est bien, c'est agréable d'en manger, moi aussi j'aime les fraises, mais les fraises, on va appeler ça aussi un fruit. Et ça fait partie des apprentissages que l'on peut commencer à faire, c'est-à-dire de construire des grandes catégories comme fruit, et que fruit ne se substitue pas à fraise, et que fraise est inclus dans fruit. Bon, ça vaut la peine. Et souvent, ces modalités extrêmement précises sont un peu évitées par les enseignants au motif d'être peut-être plus facilement compris par les enfants. Mais les enfants ne sont pas plus à l'aise pour comprendre fraise que pour comprendre fruit. Donc autant les aider à acquérir ces éléments du langage oral, comme d'ailleurs du langage écrit, dont ils pourront se resservir, que l'on va appeler bien générique, pour leur montrer qu'il y a des différences. Et que tout s'appelle fruit, mais tout ne s'appelle pas fraise. C'est ça, acquérir le lexique à l'école, à la différence de la simple nomination. Donc, au-delà de ces classifications, pour vous montrer un exemple que tous les enfants, justement, n'entrent pas de la même manière dans les activités proposées et n'utilisent pas le langage, pour nous détendre un peu, avant de reprendre un peu plus, d'une manière un peu plus serrée l'exposé, je crois que on va regarder ensemble très vite. Alors, vous n'aurez pas le temps, certainement, mais donc, comme je l'ai dit au début, ce diaporama vous sera sans doute communiqué. Mais si on regarde très rapidement, en CE1, encore, et on retrouve la même chose, encore au cycle 4, et on va retrouver la même chose si l'on y prend garde à l'université. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement présent en termes de, et prégnant, on pourrait presque dire, en termes de. Par un certain moment, dans les travaux de mon équipe qui s'appelle l'équipe ESCOL, CSF ESCOL, dans mon équipe de recherche, on a pu parler de malentendus. Malentendus au sens où les élèves pensent faire ce qu'il faut faire et puis finalement ils passent un petit peu à côté, si les enseignants n'y prennent garde, de ce qui était le moment de travail, alors que c'est resté pour certains un moment d'expression. Oui, par exemple, là, cet enseignant, c'est un très vieil exemple, je ne pensais même plus l'utiliser, et puis je me suis dit là qu'il pouvait vous aider à comprendre mieux ce qu'il y avait à dire. Hein. L'enseignant donne une consigne extrêmement large. J'aimerais que vous me parliez de l'eau et surtout comment on trouve l'eau. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire attention aux consignes que l'on donne tout le temps dans le contexte du travail quotidien de la classe, en maternelle en particulier. C'est très difficile de gérer un collectif, il ne me viendrait pas à l'idée de dire ça. Donc cet exemple, vous le prenez pour ce qu'il est, pour montrer qu'en CE1, il y a encore ces différences que l'école, effectivement, n'a toujours pas atténuées, en quelque sorte, avec les enfants, et donc il faut essayer d'atténuer dès le début de la scolarité. Donc l'enseignant, là, demande à parler de l'eau, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une première élève qui pense qu'on lui demande de réciter, et donc, elle dit simplement qu'elle l'eau a 3 formes, l'eau gazeuse, etc., etc. J'ai essayé de ne pas perdre trop de temps à dire en même temps que vous. Et puis, il y a un autre qui s'appelle François, là, qui dit qu'il y a de l'eau en bouteille. On la trouve dans la source, dans les sources, ce qui est un savoir, effectivement, d'expérience, mais c'est un savoir. Et d'ailleurs, il développe en disant qu'on les prend aux sources et on les nettoie, les bouteilles, et ensuite, voilà, etc. Et puis, il y a
une autre élève qui dit « Tous les jeudis soirs, après l'école, je vais dans la piscine et j'adore ça ». Ça, c'est quand même tout à fait différent des deux précédents. Si on commençait à se dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est communiquer? Est-ce que c'est s'exprimer? Est-ce que c'est élaborer? Alors, on est de toute façon dans du langage pour apprendre, hein, puisque l'enseignant là organise un oral collectif de débat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça tout le temps en maternelle. Hein. Et vous, c'est un exemple. Donc, là, on peut dire qu'elle est plutôt dans l'expression de quelque chose. Et puis, on a Hilo qui dit que moi, je dis que l'eau, on la trouve dans les montagnes parce que la glace, l'été, ça fond, et l'eau, elle coule dans les sources et on la récolte. Là, je m'arrête pour bien marquer que aucun des enfants n'a fait la même chose pour l'instant, et que l'eau est réellement en travail. Elle réfléchit ce que pourrait être la réponse à cette question sur où est l'eau. L'eau de la bouteille, elle n'est pas fausse. Elle fait partie simplement d'une expérience plus, on pourrait dire, ordinaire, d'une connaissance via la vie ordinaire. Bon, la première élève a évoqué un savoir, elle aussi, qui était un savoir scolaire. Elle pensait qu'il fallait réciter. Hilo fait autre chose, donc Hilo réfléchit, fait des hypothèses. L'eau, elle coule dans les sources, on la récolte. Après, il y aura un élève qui lui fera remarquer que récolte n'est pas tout à fait le bon terme. Et puis, donc, l'élève Ali rebondit sur Hilo. Vous pouvez le voir, j'aimerais te demander comment l'eau, elle est l'été, etc., etc. Et puis, si on regarde la suite très rapidement, on voit bien que donc il y a tout un débat sur les élèves. Bon, est-ce que l'eau elle est sous la terre, etc. Et ils échangent entre eux. Ils travaillent avec l'oral. Et ça, c'est très important à l'école. Et les élèves de grande section et de moyenne section peuvent travailler de la même manière à l'oral. On y revient très rapidement. Mais il y a effectivement aussi Myriam, à la fin en bas de la diapositive, qui dit « Moi, je bois de l'eau de chez moi et des fois, ça a le goût d'eau de javel. » Et puis, il y a une autre élève qui dit « Moi, quand je bois de l'eau, je sens que l'eau, il vient de la piscine. » Donc, tous ces élèves, cet exemple est assez illustratif, je crois, ne font pas la même chose avec le langage, n'utilisent pas. Alors, certains s'expriment, d'autres élaborent, et on voit bien que si on veut éviter des inégalités d'apprentissage, parce que là, les élèves qui font référence à l'eau de javel ou de la piscine, vous fait que dans la diapo précédente, je crois, il y a une élève, non, ce n'était pas dans la diapo précédente, malgré tout, là, il y en a encore une, élève qui fait référence même à ce que sa mère lui dit qu'il faut faire attention à l'eau du robinet, qu'il faut mieux en prendre une filtrée. Bon, on pourrait dire qu'elle ne travaille pas dans ce moment-là, pas assez, en tout cas pas comme les autres. Elle répond, mais ils répondent, ces élèves, à l'enseignant, sans donc bénéficier de la situation de travail mise en œuvre. Donc, si on revient maintenant à ce qu'il va falloir faire en classe, sans doute dès la maternelle et à l'oral, il y a une nécessité pour faire varier les situations et les usages. Donc, les enseignants vont mettre en place pour les situations et les usages qui vont être nécessaires pour satisfaire les activités de ces situations. Justement, on pourrait dire que si on est là ensemble cet après-midi, c'est sans doute parce que cette question d'identifier avec précision ce que font les enseignants et ce que font les élèves n'est pas suffisamment objet de formation dans les classes. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé, à nouveau, je me répète, à nous parler. Parler n'est pas suffisant. De même, on pourrait dire que nous savons tous qu'en maternelle, il est très difficile parfois que les élèves ne s'égarent pas en racontant toutes sortes de choses, en parlant justement, en s'exprimant,
sur leurs émotions, et en étant relativement bien éloignés, on peut leur dire, avec bienveillance bien évidemment, que ce qu'ils disent est tout à fait intéressant, mais que ça n'est pas exactement du travail qui est demandé, qu'on y revient, qu'on va le travailler, mais les laisser croire qu'ils sont manque d'étayage, étayage, c'est-à-dire d'un accompagnement de l'élève en lui disant bon, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, c'est pas tout à fait ça que je te demandais maintenant. Ce que je demandais, c'est par exemple, justement, est-ce que, je sais pas, là je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit sur un étayage, mais ça peut être tout à fait important que l'enseignant reprenne sa question, la reformule, et quand il voit que l'élève est en difficulté, parfois, pour y répondre, l'aide, c'est-à-dire répondre à sa propre question comme un exemple, de sorte de ce qu'il aurait fallu faire. Sans ce travail de l'enseignant qui utilise également un vocabulaire de l'école, par exemple, non, quand on a une figure que l'on veut décrire, un dessin, on ne va pas parler d'un trait, mais si c'est un dessin géométrique, on va parler d'un côté. Il faut éviter, les élèves, comme je le disais tout à l'heure, de maternelle, comprennent tout aussi bien le trait, le côté, pardon, que le trait. Donc, il faut accorder une attention toute particulière à des usages d'élaboration du langage dans ces situations de travail et qui, évidemment, est l'oral de la maternelle et lui fournir les ressources surtout. Donc, on va l'aider à renommer les actions à effectuer lors d'une activité. Après une description initiale, refaire dire ce que l'enseignant a dit, nommer les gestes, nommer les manipulations d'objets, nommer les déplacements dans l'espace, ce qui va permettre d'apprendre devant, derrière, en haut, en bas, nommer les actions, faire produire et faire comprendre aux élèves, ce que j'évoquais tout à l'heure, des comparaisons lors des différentes activités. Donc leur faire expliquer les choses, leur faire classer à des moments de jeu, à des moments de lecture, lors de moments de lecture, faire justifier, faire des hypothèses sur des phénomènes, poser en permanence des questions en pourquoi et en comment. Ce sont justement ces questions auxquelles les élèves que l'on veut aider en classe ne sont pas assez souvent confrontés dans beaucoup de familles. C'est donc du pourquoi et du comment qu'il nous faut, et non pas du qui et du quoi et du où. Seulement, en tout cas. Il est important, par exemple, je dis pas seulement, parce qu'il est important de passer, par exemple, du mot voir au mot observer. Souvent, on parle de synonymes presque en classe. On va dire, on va utiliser le terme voir. Non, en classe, on ne voit pas. Ça, c'est un usage sensible. En classe, on observe. Même chez les petits, bien évidemment. Voir, oui, voilà, moi, je ne peux pas dire je vous vois, je vois la caméra. Effectivement. Mais si j'observe la caméra, je vois comment elle est dirigée, je vois comment elle est faite. Je vois aussi qu'il y a une petite lumière bleue qui me dit qu'elle est en fonctionnement. C'est l'hypothèse. C'est ça, observer. Donc, à l'école, on apprend à la fois le vocabulaire qui différencie voir et observer. Voir, c'est de l'usage quotidien. Dans la rue, on voit des choses. À l'école, on les observe. Alors, parfois, dans certaines familles, on observe dans la rue aussi. C'est ça que l'école doit faire avec les enfants que l'on estime en difficulté dès la maternelle, ou pour lesquels le diagnostic ou le pronostic est parfois un peu hâtif, parce qu'il faut que l'école fasse son travail. Donc, il faut bien objectiver le monde, leur poser des questions, les amener à observer et à passer du faire à l'apprendre en faisant. C'est fort différent et il faut qu'ils puissent objectiver le faire pour apprendre par le faire. Il faut aussi les aider à dire ce qu'ils ont appris. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc il faut même familiariser les élèves avec les questions en quoi et comment, en pourquoi et comment, comme je viens de le dire. Il faut aussi particulièrement les aider à verbaliser les intentions, ce que certains appellent aussi les inférences dans les cas de lecture. C'est-à-dire pourquoi les personnages font ce qu'ils font.
Les enfants n'ont pas de difficulté pour restituer, en général, même parfois mot à mot, des textes de la lecture offerte qu'on leur a faite en classe. Ça ne dit en aucun cas qu'ils l'ont comprise. Donc il faut les aider par ces questions, pardon, excusez-moi, en pourquoi et en comment, les faire passer d'une restitution à une compréhension. Et leur demander, par exemple, c'est l'histoire de quoi? Et non pas faire raconter aussi ce qui est important dans l'histoire et non pas simplement ce qui les a frappés ou ce qui les a intéressés ou ce qui leur a plu. On peut aussi, dès la moyenne section, même parfois un peu avant, pour certains enfants, les faire débattre, exprimer des points de vue à propos d'un événement, d'un phénomène. En conclusion, il s'agit donc, pas tout de suite, il s'agit de former les enseignants à comprendre les enjeux et les conditions d'un oral scolaire non réductible au seul savoir parler. Il est important que les enseignants sachent qu'il est nécessaire de mettre en place dans le cadre scolaire une grande variété de situations et bien de savoir les enjeux de chacune de ces situations. Celles qui convoquent le langage dans les différentes activités, comme on vient de le voir, mais aussi une grande variété dans la nature des échanges en petits groupes, des échanges collectifs, organiser les échanges entre les enfants dans les espaces de jeu ou autour de livres. L'importance du rôle des enseignants est capitale. Il s'agit de conduire les échanges avec exigence, ne jamais rien lâcher, donner les exemples de réponses possibles. Il me semble que parfois les enseignants ne fournissent pas assez, ce qui permet aux élèves d'accroître justement leurs ressources linguistiques et langagières. Donc il faut que les enseignants fassent ce travail-là. On ne peut pas apprendre le langage et la langue si personne ne nous la donne en exemple. Pour la faire répéter, pour se l'approprier, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nombre d'élèves ont besoin, donc les enseignants vont reformuler ce que disent les enfants maladroitement pour leur donner la forme adéquate comportant les éléments de structuration qui manquent le plus souvent. Mais il faut penser à équilibrer les différentes situations entre celles où il s'agit de permettre aux élèves de les aider à s'exprimer, leur envie, leur goût, leurs émotions, celles où il s'agit de se faire comprendre, de communiquer, comme on a dit, et celles sur lesquelles j'ai particulièrement insisté parce que ce sont les plus absentes en termes d'apprentissage et d'enseignement rigoureux, celles où on travaille avec le langage oral dans les activités, comme élaborer, et surtout éviter le mélange ou le brouillage de ces différents usages. Qui serait important aussi en conclusion, mais je charge la barque, j'en ai conscience, ça fait trop. Mais la maternelle, c'est 3 ans, on a le temps aussi. D'avoir analysé ce que font les élèves, comme j'ai essayé de le montrer avec l'exemple de CE1, avec le langage, non pas pour prédire quoi que ce soit, mais pour savoir sur quoi il faut insister plus particulièrement avec les élèves que l'on a dans la classe, afin de les familiariser avec les pratiques absentes. Leur participation orale ne suffira pas, comme il ne suffit pas pour les élèves du CE1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je suis arrivée au bout de cette intervention. J'espère ne pas vous avoir fait perdre de temps, que tout va bien. Je suis à votre disposition de toute manière pour développer autrement, différemment, vous donner des références sans aucun problème. Je vous remercie.